Salut à tous, vous êtes sur Brève Actu et vous regardez ce que nous disent les médias. Alors, on va pas tourner autour du pot. La vidéo précédente, l'épisode pilote de la chaîne, c'était un petit exercice de mise en jambe. On va maintenant s'attaquer à un sujet beaucoup plus complexe et gravissime sur le plan humanitaire, bien que malheureusement peu évoqué dans les médias, à savoir le conflit yéménite. Opposant rebelles Houthis et le gouvernement officiellement reconnu du pays, soutenu par une coalition internationale, de pays aux intérêts personnels variés, mais fort peu altruistes. Comme je vous le disais, pour aborder un sujet aussi complexe que celui-ci dans sa globalité, il nous faudrait des heures. Je vais donc évoquer les événements qu'humblement je juge majeurs et qui ont eu des répercussions importantes sur le cours des choses. Évidemment, j'ai mis tous les liens utiles en description si vous souhaitez approfondir le sujet dans ses moindres détails. Alors, venons-en au fait. Comment et pourquoi cette guerre a-t-elle éclaté? Quels sont les enjeux? Qui sont réellement les belligérants en cause? Mais tout ça, on va tenter d'y répondre dans cet épisode. Bon voilà, nous y sommes. Plantons un peu le décor. Qui, quand, comment et surtout pourquoi? Tout d'abord, d'un côté, nous avons les rebelles chiites, Houthis, soutenus par l'Iran et le Hezbollah. Ils tiennent leur appellation du nom d'un chef religieux, un homme politique yéménite, Hussein Badreddin al-Houthi. Petite explication pour comprendre les enjeux religieux, bien que cela ne soit pas du tout le facteur le plus déterminant dans ce conflit. Donc d'un côté, nous avons le chiisme, pratiqué principalement en Iran, en Irak, au Liban. C'est une des branches principales de l'islam, souvent mise en opposition face au sunnisme qui est le courant le plus représenté dans la communauté musulmane mondiale. Mais ils rassemblent à eux seuls pratiquement 90% des musulmans du monde, alors que le chiisme représente pratiquement les 10% restants. Ce qui en fait, malgré l'apparente faible proportion, la seconde mouvance la plus représentée dans l'islam. Les quelques dixièmes de pourcents manquants concernent des mouvances religieuses existantes, mais très ciblées localement. Au sein même du chiisme et du sunnisme, il existe également des courants alternatifs. Mais approfondir ce sujet demande vraiment des connaissances théologiques poussées et assez larges que je n'ai pas du tout. Et de toute façon, ce n'est pas vraiment le sujet qui nous occupe ici. Alors justement, pour en revenir à notre sujet, sont opposés aux Houthis ainsi qu'aux forces restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, initialement du moins, on verra plus tard pourquoi, contre le nouveau gouvernement d'Abrado Mansour Hadi, qui a été élu en 2012 suite à la révolution yéménite. Ensuite viendront s'ajouter à tout ce beau monde de nombreux pays musulmans du Golfe, principalement menés par l'Arabie Saoudite, pays à majorité sunnite. Ce conflit tient ses origines du fait que des tribus du nord du pays se sont senties laissées pour compte par rapport au reste de la nation, et ce déjà depuis 2004. Suite aux nombreuses protestations houtistes, donc de 2004, et l'assassinat d'Hussein Badreddin al-Houthi, la même année, les tensions tournèrent en conflit ouvert fin 2014. Pendant ces 10 ans, les Houthis ne cesseront de s'insurger contre le gouvernement en place, allant en 2009 jusqu'à tuer des officiers saoudiens à proximité de la frontière. Ce n'est qu'en 2011 que le président Saleh fut poussé en dehors du pouvoir par les grandes monarchies du Golfe. Il y a énormément de choses à dire sur la période pré-conflit. Mais nous allons ici surtout nous intéresser à la période allant de 2014 à 2020 et son traitement par les grands médias. Procédons par ordre chronologique, période 2014 à 2015. Le premier événement charnière du conflit est, selon moi, l'attaque de la mosquée de l'ex-président Saleh par les forces gouvernementales yéménites le 15 juin 2014. Le président Saleh qui s'était retiré du pouvoir en 2011 pour laisser sa place à son vice-président. Néanmoins resté actif politiquement, il est à ce moment soupçonné de faire obstruction à la transition politique du pays aux suites du printemps arabe, d'organisation de manifestations, tentatives de coup d'État. De plus, il apporte son soutien aux rebelles dans l'espoir d'un jour reprendre le pouvoir des mains de Hadi, qui se réfugiera dans le sud du pays, dans la ville d'Aden, qui deviendra la capitale officielle temporaire du pays durant le conflit. En juillet 2014, un dialogue national est établi pour tenter de transformer le Yémen en État fédéral. Les Houthis refuseront cette proposition car ils exigent une région attitrée avec un accès à la mer. Suite à cela, la ville d'Amran, située à 50 km de la capitale, Sanaa, tombera aux mains des rebelles le 8 juillet 2014. Il ne leur reste plus à ce moment-là qu'à avancer vers la capitale. Bon,
Comme vous vous en doutez, ça mettra un terme définitif à la fragile trêve qui pouvait encore subsister entre les rebelles chiites et l'armée du Yémen. Et les tensions vont s'intensifier jusque fin de l'année 2014, où suite à l'intervention de l'ONU, un accord de paix sera signé le 21 septembre. Néanmoins, les combats continuent durant les négociations et il faudra pas longtemps pour que l'accord soit transgressé par les deux camps. Aux alentours du 23 septembre 2014, et ce malgré le traité signé, les rebelles houthis prennent le contrôle de Sanaa, la capitale yéménite. À ce moment, les combats ont déjà fait plus de 200 morts en 6 jours rien que dans la capitale et des violences éclatent un peu partout dans le pays. Les manifestations pro et anti-houthis sont organisées et souvent fortement réprimées par l'adversaire. Aux alentours du 20 janvier 2015, les forces rebelles houthis prennent le palais présidentiel et dans la foulée, un accord est signé afin de permettre la représentation des houthis au gouvernement. Le président Abrado Mansour Hadi présentera sa démission le 22 janvier, qui sera rejetée par le Parlement et des manifestations pro-gouvernementales seront dispersées par les rebelles les 23 et 24 janvier. Le 1er février, les Houthis donnent un ultimatum de 3 jours pour trouver un accord. Le délai étant dépassé, les Houthis mettront au pouvoir Abdul Malik al-Houthi le 6 février. Alors, c'est plus ou moins à partir de ce moment que tout va s'accélérer. Le Conseil de coopération du Golfe et les Nations Unies demanderont le retour du président Hadi au pouvoir, et le 11 février, de nombreux pays commencent à évacuer leurs ambassades du Yémen. Le conflit s'enlisant de plus en plus dans une guerre civile incontrôlable, le ministre yéménite des Affaires étrangères lance un appel à l'aide aux pays du Golfe. Le 25 mars 2015, les Houthis s'emparent de l'aéroport de la nouvelle capitale temporaire, Aden. Encerclé par les rebelles, le président sera exfiltré par les forces armées saoudiennes et emmené en lieu sûr à Riyad, la capitale saoudienne. Tout de suite après cet événement, c'est l'entrée en scène des forces armées de la coalition des pays du Golfe et tous les morts qu'elle viendra ajouter à un conflit déjà bien trop meurtrier. Cette coalition, comprenant en tête l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Royaume de Bahreïn, la Jordanie, le Maroc, le Qatar, l'Égypte, le Koweït et enfin le Soudan, tous ces pays eux-mêmes soutenus par la Turquie, le Sénégal, la Mauritanie, la Somalie, Djibouti et évidemment les États-Unis, qui ne sont jamais très loin quand il y a une petite guerre à sponsoriser, apportant leur soutien en termes de renseignement principalement. Quelques pays d'Europe, comme la France, le Royaume-Uni, apportent une certaine forme d'aide également à cette coalition, sans oublier évidemment les pays qui vendent habituellement déjà des armes à l'Arabie Saoudite, comme la Belgique ou encore l'Allemagne à cette époque-là. Riyad déploiera 150 000 soldats et 100 avions de combat pour l'opération militaire commune nommée Tempête décisive. Malgré la résistance qui s'oppose à eux, la progression des Houthis continuera sur la ville d'Aden, mais quelques semaines plus tard, elle leur sera reprise par la force de coalition. Le 21 avril 2015, la coalition arabe, dirigée par Riyad, annonce mettre un terme à l'opération Tempête décisive, expliquant avoir atteint ses objectifs au Yémen et avoir permis d'assurer la sécurité du territoire saoudien. Mais ce n'est non pas sans une certaine petite forme de cynisme que dès le lendemain, Riyad reprendra les bombardements pour l'opération Restaurer l'espoir. Et ouais, restaurer de l'espoir à coups d'armes à sous-munitions sur des zones résidentielles, ça a généralement tendance à en donner une bonne dose. Bon, sur papier, cette opération a été vendue comme plus axée sur la sécurité, le contre-terrorisme, la recherche d'une solution politique par Riyad. Le président Hadi déclare qu'il sera bientôt de retour au Yémen et dans la capitale, pendant que la coalition diminue progressivement les frappes aériennes. Cependant, le blocus aggrave fortement la situation humanitaire déjà désastreuse. La ville d'Aden sera reprise aux mains des rebelles le 17 juillet 2015 et la progression des forces loyalistes au gouvernement du président en exil aidé de la coalition continuera jusqu'en septembre 2015 où Hadi reviendra enfin à Aden pour gouverner son pays. C'est suite au bombardement d'un hôpital de Médecins sans frontières par la coalition en octobre 2015 et également au signalement de la présence de mercenaires colombiens engagés par les loyalistes, que sera signé le 8 décembre 2015 à Genève un cessez-le-feu entre les deux belligérants. Il sera évidemment rompu le jour même par les deux camps. Un second cessez-le-feu est signé le 20 décembre et rebelote rompu par des combats le 21 décembre. En plein cessez-le-feu, les Houthis empêcheront l'approvisionnement d'aide humanitaire en engendrant la fermeture d'un hôpital par manque de matériel et de médicaments. 2015 se termine par une déclaration de l'ancien président Saleh refusant tout dialogue avec le gouvernement Hadi et souhaite négocier en direct avec Riyad.
Comme vous avez pu le lire dans le titre, cette vidéo sera découpée en deux parties, car le sujet que j'ai voulu traiter ici est vraiment très dense et ça fait vraiment pas mal d'infos à assimiler pour une première partie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour ne surtout pas manquer la suite. Je vous rassure, la partie 2 ne devrait vraiment pas tarder. Je tenais encore à remercier toutes les personnes qui m'ont donné leur avis objectif sur ma première vidéo, positif comme négatif, qui m'a, je l'espère, déjà permis d'apporter quelques améliorations sur celle-ci. Et surtout, n'hésitez pas, l'espace commentaire est aussi fait pour ça. Sur ce, je vous dis tous à très bientôt pour la conclusion de cette vidéo. Prenez encore soin de vous, des autres, restez informés et soyez curieux. Au revoir.